Madame, Monsieur, bonsoir. S'il y a un mot d'ordre sur les marchés financiers depuis quelques semaines, c'est bien la panique. En cause, une propagation volatile, voire épidémique du coronavirus. Du coup, les marchés s'affolent. L'onde de choc économique va-t-elle se propager aussi vite que le virus ? Eh bien, le diagnostic n'a rien de rassurant et les premiers symptômes d'une grosse grippe de l'économie mondiale se font sentir. Quand la Chine tousse à en perdre, selon les estimations, 4 points de sa croissance, le PIB mondial s'enrhume. Une expression qui est désormais actualisée puisque l'impact de ce virus passe à une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois. Un virus qui, rappelons-le, a fait jusque-là plus de 3200 morts sur quelques 93 000 cas enregistrés, en tout cas de manière officielle. Afin d'y voir plus clair et de tenter de mesurer les conséquences financières, économiques et socio-économiques de cette épidémie, nous avons invité ce soir des spécialistes qui vont partager avec nous leurs projections sur les risques liés au Covid-19. D'abord, pour représenter la société d'assurance crédit Euler Hermès, son directeur des engagements. Bonsoir Yacine Benhammer. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Et pour représenter un autre acteur en risk management, Amine Diori, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir Khadija, merci de nous recevoir. Afin d'avoir un avis plus macro et commerce international, Hafid Boutaleb, expert en relations internationales, bienvenue à vous aussi sur ce plateau une nouvelle fois. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, loin du mouvement, messieurs, de psychose ambiant, il faut l'avouer, parlons chiffres, parlons concret. Alors, l'OCDE vient de publier un rapport sur les menaces du coronavirus en raison de la propagation de la maladie. Mais avant de parler de ces risques, est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, déterminer un coût, notamment en termes de dépenses de santé de ce coronavirus ? Yacine Benhammer. C'est une excellente question. Alors aujourd'hui, le coût n'est malheureusement pas encore complètement estimable pour la simple et bonne raison que toutes les mesures préventives sont en train de se mettre en place, et ce, en fonction du rythme de propagation du virus. Aujourd'hui, effectivement, la Chine a dû consentir des efforts extrêmement importants financièrement, ne serait-ce que pour des constructions, on va dire, d'infrastructures hospitalières temporaires qui leur ont permis de faire face à la crise. Aujourd'hui, les pays européens ont un système de santé qui permet de faire face à l'afflux, effectivement, de patients potentiels. Malheureusement, là où le coût est difficile à estimer, c'est celui plutôt des répercussions des mesures de cantonnement qui sont mises en place et des différents impacts économiques dont on va parler aujourd'hui. Que ce soit en termes de soutien à l'économie ou tout simplement de déperdition d'activité. Donc le coût sur le système de santé, il va être non négligeable et ça c'est une certitude, de façon assez variable selon les pays et selon le développement actuel de leur système de santé. Mais il est encore un peu trop tôt pour l'estimer. Pour l'estimer. Alors, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international se sont dit prêts à aider les pays membres à répondre aux challenges économiques face justement à la propagation rapide de ce coronavirus. Amine Diori, est-ce qu'il faut s'endetter pour justement faire face à ce virus finalement ? Alors déjà, pour reprendre ce qui vient d'être dit, je suis d'accord avec ce que vient de dire Yacine. Je citerai quand même un cas, c'est la Banque mondiale en 2012 qui avait fait une étude justement sur le cas d'une pandémie type grippe espagnole de 1918 qui avait fait plus de 100 millions de morts. Il n'y a pas de pandémie pour le moment, pour le coronavirus. On parle d'une épidémie, mais pas d'une pandémie. On est quand même dans le cas d'une pandémie, puisqu'aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de pays qui sont touchés par le coronavirus, donc on parle bien d'une pandémie. D'accord. Et en 2012, donc la Banque mondiale avait justement estimé, était dans ce cas de figure, et elle avait déterminé que ça coûterait en termes de croissance 5% de PIB mondial, du 5% du PIB mondial, ce qui est absolument gigantesque. Et à l'époque, ils nous avaient déjà alertés en nous disant qu'on n'était pas prêt, aujourd'hui tous les pays, même les pays développés, n'étaient pas prêts à subir ce type de pandémie, notamment en termes de système hospitalier, de système de santé, qui n'était pas encore au point pour répondre à ce type de problématique. Mais faut-il s'endetter du coup ? S'endetter, alors, je dirais que la problématique, elle est autre. Ce n'est pas s'endetter, c'est aujourd'hui, enfin en tout cas en Chine, ils sont en train d'ouvrir les vannes du crédit, justement, parce qu'il y a effectivement une situation qu'Yacine a décrite. Exactement. C'est-à-dire des entreprises... Des fonds d'urgence. Exactement. Aujourd'hui, on a une situation où il y a beaucoup de travailleurs qui ne travaillent pas, des entreprises fermées, et donc des entreprises qui se fragilisent. Et donc la Banque centrale chinoise est obligée d'ouvrir les vannes du crédit justement pour soutenir ces entreprises et leur permettre de survivre le temps que la crise passe. Pareil pour la Fed. Effectivement, la Fed et la Banque centrale européenne pensent à la même chose, la Banque d'Angleterre pense à la même chose. Aujourd'hui, effectivement, on parle essentiellement d'un choc d'offres et pas un choc de demande, et donc il faut soutenir les entreprises. Faites Boutaleb, une réaction.
En effet, la Banque centrale chinoise va injecter plus de 150 milliards d'euros au sein de l'économie chinoise. Les bourses et les places financières du pays ont finalement réouvert. Pour revenir à ce qu'a dit M. Diori, effectivement, nous sommes peut-être sur le terrain, c'est une pandémie, mais pour l'instant, le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, voilà, l'Organisation mondiale de la santé n'a toujours pas parlé officiellement de pandémie. Le terme, aujourd'hui, il faut le prendre avec des pincettes. Ce que certains experts de l'OMS ont mentionné, c'est peut-être une situation de pré-pandémie. Très bien. Parlons bourse à présent. 5 000 milliards de dollars, on évoque ce chiffre, oui. Évaporé. Que signifie cela? Je veux dire, c'est quand même un chiffre difficilement... Enfin, qu'est-ce que cela signifie? Ça vous fait sourire, Yacine Benhamar? Non, c'est un chiffre qui est toujours difficilement appréhendable. Oui. Les mouvements boursiers, de façon générale, ont une hausse relativement continue et on va dire fluide. En revanche, les mouvements à la baisse, et surtout dans une situation imprévue comme celle que l'on connaît, sont toujours assez abrupts. Cette baisse des marchés boursiers, en plus, elle vient s'inscrire dans un contexte de surévaluation des actifs. Aujourd'hui, effectivement, on estime notamment que l'indice boursier américain est évalué de l'ordre de 50% par rapport à la croissance réelle du PIB américain. Donc, mécaniquement, vous avez des phénomènes de correction qui vont être beaucoup plus importants. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Les marchés boursiers ont tardé à réagir. Si vous regardez, les premiers mouvements boursiers sont intervenus à partir du 21 février. Donc, ce qui, au début, a dénoté quand même d'un certain attentisme, là où l'ensemble des autorités compétentes étaient quand même déjà assez inquiètes par rapport au développement de la pandémie ou de l'épidémie, selon comment on veut l'appeler. Donc, aujourd'hui, il y a un phénomène de rattrapage et qui s'explique aussi par la surévaluation passée. Donc, du coup, ce que vous dites, les marchés étaient déjà frileux, c'est-à-dire ils étaient déjà, on s'attendait peut-être à cette baisse. Il y a même, par exemple, pas plus tard que début janvier, la patronne du FMI évoquait, Madame Georgieva, évoquait ce risque de retomber dans le crash boursier américain des années 20. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que finalement c'est la goutte qui a fait déborder le vase, même, excusez l'expression, ce coronavirus, qui a fait plonger ces places boursières mondiales? Alors, il y a quand même, je pense, deux aspects. Effectivement, il y a un aspect correctif, surévaluation des valeurs, notamment américaines. Il y avait vraiment une bulle qui était en train de se créer, notamment auprès des GAFA, les sociétés dans les nouvelles technologies qui étaient clairement surévaluées. Il y a eu un mouvement correctif naturel, mais de l'autre, il y a aussi un vrai aspect, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont touchés, par exemple le luxe, le transport aérien, parce qu'effectivement, il y a des marchés qui se réduisent, qui se rétrécissent, et ça, c'est la conséquence directe de ce qui se passe aujourd'hui. Prenons l'exemple d'un cas, par exemple LVMH, qui a subi des pertes ces derniers jours, tout simplement parce que leur marché principal se trouve en Chine, par exemple. Donc, moins de consommateurs qui consomment des produits de luxe, ça fait des valorisations qui se rétrécissent. Il y a un effet correctif, et puis il y a un effet marché actuel. Qu'en est-il des matières premières? Écoutez, justement, on parle de la Chine. La Chine, c'est quand même... Le Covid-19 est apparu en Chine. La Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. En parité de pouvoir d'achat, certains parlent de première puissance économique mondiale. Donc on a un marché de 1,5 milliard de consommateurs qui est du jour au lendemain mis en veille avec les mesures très restrictives et coercitives considérables qu'a pris le Parti communiste en Chine. Et donc tout cela entraîne un ralentissement mondial pour les matières premières. On parle de matières premières, de matières premières. C'est-à-dire que plusieurs matières premières dans le monde, en réalité, sont liées à leurs fournisseurs initiaux qui sont en Chine. On a aujourd'hui l'Asie du Sud-Est qui va rentrer bientôt, très, très bientôt aussi en ralentissement économique puisqu'elle est entièrement liée à la production en Chine. Et donc, par conséquent, c'est manque de chance. Cette épidémie n'est pas apparue dans un pays quelconque, elle est apparue dans la deuxième puissance, au cœur même de la deuxième puissance économique mondiale. Au cœur de l'industrie mondiale, du maillon de cette chaîne de valeur. Voilà, on a des bugs dans la chaîne de valeur mondiale, dans les chaînes de production mondiale, et ça, ça explique le ralentissement que l'on observe aujourd'hui. La réaction des marchés, si vous regardez bien, effectivement, au début, elle a été assez attentiste, comme je le disais, mais parce qu'on est effectivement dans un choc d'offres. La Chine pèse 17% du PIB mondial, pèse à peu près 30% de la production industrielle mondiale, donc on est effectivement dans un blocage de la production et de l'offre qui est relativement majeur. Là où par contre il y a un vrai switch, et je rejoins Emine sur le fait qu'il y a aussi, on va dire, au-delà de la simple correction, une appréhension par rapport au contexte, c'est qu'aujourd'hui le fait que de nouveaux foyers se soient développés un peu partout à travers le monde fait craindre un choc plus de demande que d'offres. Aujourd'hui, je pense que les marchés surréagissent à ça en se disant si des mesures effectivement de containment,
devait être appliquée sur d'autres marchés tels qu'elles l'ont été en Chine, alors effectivement ça a été assez extrême, on aurait à ce moment-là une vraie problématique de demande et non plus seulement d'offres. Mais du coup, qu'est-ce qui risque d'arriver pour l'industrie? Qu'est-ce qui risque d'arriver pour l'industrie mondiale? On parle de chaînes de valeur. Est-ce que cela veut dire que toutes les usines du monde vont être au ralenti? C'est une baisse dans les carnets de commandes. Elles sont déjà impactées aujourd'hui. Voilà. Quels sont les pays qui sont impactés? Tous les pays. Alors je vais vous dire très simplement. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'usine du monde. Tout se fabrique là-bas aujourd'hui. 40% de la production automobile, les produits pharmaceutiques, tous les produits finis et semi-finis pour l'automobile. Aujourd'hui, pour être clair, on est dans un monde qui se partage les tâches. En gros, pour aujourd'hui construire une voiture, chaque pièce qui compose une voiture est construite dans 30 pays différents. C'est ça aujourd'hui la problématique. Et quand un pays comme la Chine est touché, évidemment, ça impacte directement la livraison des pièces nécessaires pour monter une voiture, pour acheter des produits Apple, Nintendo, etc. Aujourd'hui, toutes ces marques-là sont impactées. Il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, on a 50 000 sociétés dans le monde aujourd'hui qui ont des fournisseurs de niveau 1 en Chine. Et donc, forcément, celles-là, elles sont impactées de manière directe. Il y a 5 millions d'entreprises à travers le monde qui ont des fournisseurs de niveau 2. Donc, elles aussi sont fortement impactées par le ralentissement de la production en Chine. Et ça, c'est sans parler effectivement le ralentissement de la consommation du marché chinois qui est gigantesque également et qui intéresse beaucoup de secteurs en particulier, et dominés par les entreprises étrangères. Hafed Boutaleb, on parle ici d'impact sur l'industrie mondiale, bien sûr dans le sillage du géant chinois, mais est-ce que, parce qu'on n'a pas l'impression, nous n'avons pas aujourd'hui l'impression que l'autre géant, c'est-à-dire les États-Unis, s'inquiète vraiment de ce ralentissement chinois? Alors, les États-Unis, il y a quand même 9 morts en termes, pour parler du Covid-19 en lui-même, 9 morts dans l'État de Washington et plus d'une centaine d'infectés. Pour l'instant, c'est malgré les mesures très sérieuses qui ont aussi été prises aux États-Unis. Après, effectivement, les bourses américaines ont quand même payé cher pour jusque-là. On a eu une baisse de 10% la semaine dernière dans l'index de New York, et puis plusieurs autres places financières en Europe et aux États-Unis ont aussi reculé. Donc, il y a on ressent la secousse. Le marqueur d'inquiétude aux États-Unis, si vous regardez, c'est certes le calendrier a été respecté et la Fed devait effectivement annoncer une baisse de taux pour ce mois de mars. Le fait qu'elle soit d'une telle ampleur, à savoir un demi-point, c'était ça par contre inattendu. Effectivement, il y avait 2 phases de baisse de taux qui étaient prévues, celle de mars et celle de juin. Initialement, on était plutôt sur 0,25% qui devait être annoncé par la Fed. Donc je pense qu'il y a eu une volonté de marquer un pas important, il y a sûrement une part de décision politique aussi derrière ça, pour parer à tout risque de liquidité qui pourrait intervenir aux États-Unis. Est-ce que, justement, quelle est l'assurance en ce risque d'approvisionnement du secteur industriel, par exemple? Aujourd'hui, il y a des retards. Apple a annoncé récemment qu'elle aurait des retards par rapport à son nouveau téléphone, par exemple, dans la livraison des nouveaux téléphones, parce que tout est construit sur place. Comme les usines. Il parle déjà d'impact sur le résultat trimestriel. Bien sûr, mais c'est normal. Si vous avez moins de production, vous avez moins de ventes derrière. Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce que justement ces géants comme Apple ou autres sont assurés par rapport à cela? Je pense qu'on a un assureur crédit. C'est ça. Alors, par un assureur crédit, malheureusement pas. Mais non, effectivement, il peut y avoir des assurances pour des pertes d'exploitation qui peuvent être relayées à un phénomène clairement identifié. La problématique d'une épidémie ou d'une pandémie, c'est que ça fait souvent partie effectivement des causes d'exclusion aussi qui peuvent exister. Et surtout, vous avez toujours du mal à relier la conséquence au fait générateur. Donc ça, c'est effectivement le premier point. L'inquiétude aujourd'hui, comme le disait Emine, il y a de très grands groupes, effectivement. On parle d'Apple, on parle de Mastercard, on parle de géants mondiaux qui ont annoncé d'ores et déjà des warnings sur leurs résultats. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est à suivre de près. Mais au-delà de ça, c'est des gens qui ont la capacité financière, si les choses viennent à se dérouler dans un laps de temps normal, à encaisser ce type de difficultés. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est pour toute leur chaîne de fournisseurs, de sous-traitants, qui eux, malheureusement, sont de taille beaucoup plus modeste et n'ont pas forcément les capacités financières à encaisser soit des retards de livraison, des retards de paiement, des retards d'approvisionnement. Voilà. Alors, on a parlé des bourses, on a parlé de l'industrie mondiale. L'autre industrie, celle touristique. On parle quand même de pertes d'au moins 22 milliards de dollars, en tout cas selon les estimations. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens voyagent moins déjà,
comment, finalement, ce secteur touristique va-t-il... parce qu'il y a surtout le manque de visibilité qui affecte ce secteur. Donc, du coup, est-ce que ces 22 milliards de dollars sont réalistes ou réels, selon le Conseil mondial des voyages? Alors, moi, je vais citer un autre chiffre, celui du transport aérien vers la Chine. Il a diminué depuis le début de l'année de près de 60%. Les vols, en tout cas en destination de Chine, locaux et internationaux, ont diminué de 66%. Donc l'impact, il est direct. C'est la demande chinoise finalement qui impacte. C'est la demande pour aller vers la Chine qui diminue aujourd'hui de manière très forte. Et évidemment, de l'autre côté, eh ben, on a beaucoup moins de visiteurs chinois qui vont aller à travers le monde voir d'autres pays parce qu'effectivement, le risque de contamination est réel. Et donc, effectivement, ça impacte toute une industrie, l'industrie du transport, évidemment, mais également, évidemment, le transport touristique. Enfin, l'énergie aussi. L'énergie. Le coût du pétrole a drastiquement baissé, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, puisque la baisse est trop importante. Et pour revenir à votre question sur l'Amérique du Nord, c'est les producteurs de schiste, par exemple, qui sont complètement maintenant mis hors circuit, puisque déjà qu'ils étaient en difficulté avec un baril à $60, maintenant avec un baril à $50, c'est terminé. Et ça fait toute une industrie, celle des producteurs de schiste, aux États-Unis et au Canada, qui aujourd'hui a mis la clé sous la porte, et en cours. Et donc ça, c'est déjà un impact pour l'économie. Très bien. Pour revenir à la problématique touristique, effectivement, donc 22 milliards, c'est un chiffre qui a été annoncé. Malheureusement, ça ne va aller que croissant, pour la simple et bonne raison qu'on s'est focalisé initialement sur l'Asie et sur la Chine. Aujourd'hui, ces mesures, on va dire que des mesures commencent à être prises en Europe. La peur du voyage, de se retrouver en milieu confiné, effectivement, tend à se propager aussi bien en Europe qu'en Afrique. Les voyages d'affaires sont peu à peu annulés. Toutes les réunions, effectivement, se tiennent par visio ou à distance, et ce, même au niveau des organisations internationales. Mondial, donc, mécaniquement, vous allez avoir un flux de voyageurs, tout confondu, touristique et affaires, qui va aller fortement décroissant à la plus mauvaise période de l'année. Alors, vous avez parlé de ces risques d'approvisionnement, et il y a une question qui me revient, à part pour le secteur touristique, donc, ou tout simplement pour le simple voyage. Qu'en est-il en termes de consommation? Si on n'arrive pas à... Parce que, déjà, on remarque qu'il y a une ruée vers les grandes surfaces pour faire les stocks. Les gens sont c'est un peu la psychose, comme je le disais dans mon intro. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas de risque d'approvisionnement? Ça, c'est une question qui concerne non seulement les acteurs économiques, mais monsieur tout le monde. Est-ce qu'il y a des risques d'approvisionnement, selon vous, messieurs? Au Maroc, il y a un produit qui va peut-être commencer à manquer dans peut-être pas longtemps. C'est le thé. Puisque principalement porté Nous allons venir au cas du Maroc en deuxième partie d'émission. Par exemple, qu'en est-il par exemple dans le monde? Oui. Dans le monde, il y a une chose, c'est qu'en termes d'approvisionnement, si on parle effectivement de problématiques d'offres et de production, le coronavirus est apparu juste après ou pendant les festivités du Nouvel An chinois. Donc l'un dans l'autre, c'était plutôt une bonne nouvelle, à savoir que tous les bateaux et toute la production s'est effectuée en amont de cet arrêt naturel et annuel de l'économie chinoise. Donc on va dire que de façon générale, les stocks sont plutôt à des niveaux élevés. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Maintenant, si ça vient à perdurer, effectivement, il y aura des chaînes d'approvisionnement qui, mécaniquement, vont commencer à baisser. Ensuite, là où on peut difficilement anticiper les choses, il y a ce qui vient d'Asie. Effectivement, c'est un sujet à part entière. Maintenant, la plupart des produits que nous consommons dans notre quotidien sont le fruit d'une chaîne locale. Donc là, effectivement, logiquement, il y aura moins d'impact. Et c'est, j'aurais tendance à dire, le bon sens de chaque citoyen, comme vous disiez, qui fait qu'on n'aura pas des rayons de supermarché qui soient vides. Quels sont les autres secteurs, selon vous, qui risquent d'être touchés par l'effet domino de coronavirus? Moi, je pense tout de suite, évidemment, au secteur automobile. Aujourd'hui, 80% les voitures électriques, aujourd'hui, tout ce qui est voiture électrique, il y a une grande partie de ces pièces qui sont produites aujourd'hui en Chine, donc évidemment un impact. Au niveau du Maroc, on en parlera après, mais aujourd'hui, on n'a pas encore d'effet négatif en termes d'approvisionnement, mais on aura une vision plus claire dans les prochaines semaines, d'après le responsable justement de la branche automobile de la CGEM. Donc aujourd'hui, on est encore attentiste là-dessus, mais clairement, l'automobile est une industrie qui risque de souffrir du manque d'approvisionnement de pièces provenant de Chine aujourd'hui. Et c'est un point sur lequel il faudra certainement se focaliser dans les prochaines semaines et regarder quel sera l'impact en termes de production et de vente. Très bien. Commerce international, peut-être? Oui, écoutez, c'est mécanique.
Il y a un ralentissement effectivement aussi dans le commerce international. Les chaînes de valeur sont impactées, il y aura moins de demandes, moins de carnets, moins de commandes et puis par conséquent aussi une offre qui est un peu mise en veilleuse. Et donc voilà, tout ça, ça crée un cercle vicieux. Bon, espérons peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle dans les prochaines semaines, un vaccin qui pourrait faire remonter le moral, parce que quand même, cette réaction économique est décorrélée par rapport au virus lui-même, au Covid-19. Alors très bien, c'est bien que vous en parliez. Est-ce que nous ne sommes pas... Point sur le commerce international par rapport à ce que vous disiez tous les deux, c'est que ça s'inscrit quand même déjà dans un mouvement baissier. Le Q4 2019 affichait déjà au niveau des indices de commerce international une baisse de l'ordre de 0,4%. Et on anticipait également encore une baisse sur le début de l'année, toutes choses égales par ailleurs. Donc le virus finalement vient aussi amplifier, on va dire, une certaine morosité économique et une baisse du flux des transactions internationales pour diverses raisons que sont la guerre commerciale Chine-US et le ralentissement économique qu'on a pu aussi observer sur différentes zones. C'était la croissance économique la plus basse mondiale, la plus basse depuis 2008-2019. Donc on est effectivement déjà dans un trend baissier. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait comparer, justement, est-ce qu'on peut faire un comparatif de l'impact du coronavirus avec d'autres épidémies passées? Et si l'on devait le comparer, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la surenchère, justement, par rapport au SARS, par exemple, là, il y a une étude de Warwick McKibben qui avait modelé un peu les épidémies de SARS et MERS et qui prédisent que la croissance va subir presque le même coup dur qu'elle a subi pour le SARS. Êtes-vous d'accord? Pas du tout, parce qu'on n'est plus du tout dans le même cas de figure qu'il y a encore un mois ou deux. Effectivement, on pouvait comparer l'épidémie de SRAS en 2003, ou même l'autre virus. Oui, exactement. La grippe aviaire. Exactement. On n'est plus dans le même cas de figure. Le SRAS en 2003, on parlait de 8000 cas et à peine plusieurs centaines de morts, mais on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Aujourd'hui, on parle d'une épidémie qui se répand à travers le monde, on parle de beaucoup de contaminés. Je pense qu'on n'a pas de comparatif récent en termes de maladies, d'épidémies, pour se dire, voilà comment ça va impacter l'économie mondiale. Je pense qu'on est bien au-delà. Est-ce qu'on a des chiffres de ces impacts? Parlons par exemple plus macro maintenant, pas sectoriel. Ouais. Est-ce on prédit que la Chine va perdre peut-être 4 points de sa croissance, le PIB mondial 1%, plutôt 0,1%. Est-ce que peut-être ces chiffres risquent d'abord de s'amplifier et est-ce qu'on a aujourd'hui une vraie valeur de cette baisse mondiale de la croissance? 0,5% de PIB en moins en Chine égale 0,1% de PIB en moins dans le monde. Exact. Et la Chine va enregistrer sa plus basse croissance depuis 1990. Depuis 30 ans. Concernant votre question, le comparatif par rapport aux épidémies passées, la grosse différence, et notamment par rapport au SRAS, qui avait un taux de létalité qui était supérieur au virus qu'on connaît aujourd'hui, et un taux d'infectiosité qui était peu ou prou le même. La vraie différence, c'est que l'économie mondiale s'est énormément internationalisée. Depuis l'interdépendance entre les pays, les secteurs, effectivement, et la spécialisation que vous évoquiez tout à l'heure, et c'était le terme tout à fait approprié, elle est bien plus grande que ce que ça ne pouvait être en 2003. Prenez l'exemple, la Chine, finalement, pesait à peu près 3 fois moins lourd dans la production industrielle mondiale à l'époque. Donc, tout de suite, il y a cet effet de démultiplicateur qui est lié déjà au contexte économique dans lequel on se situe. Mondialisation. À la mondialisation, effectivement, qui a été exacerbée post-crise de 2008. Ensuite, pour répondre à votre question, oui, on peut essayer d'estimer l'impact économique et surtout macroéconomique qu'aura cette épidémie. Aujourd'hui, on est sur... À peu près, il y a un consensus effectivement pour dire que sur l'économie mondiale, on sera entre 0,1 et 0,2, nonobstant dépendant un peu de ce qui va se passer en Chine. Mais la vraie question, c'est combien de temps ça va durer. Si vous trouvez une solution sous un trimestre, effectivement, et que vous commencez à afficher un phénomène de reprise sur le S2, l'un dans l'autre, ça peut passer. Si au contraire, vous avez un choc, comme on disait tout à l'heure, d'offres, de demandes, et avec, on va dire, des foyers actifs sur plusieurs continents et au même moment, là, par contre, vous avez, certes, un phénomène de baisse important dans un premier temps, et dans un second temps, vous aurez surtout un plateau. Très bien. J'aimerais bien vous poser la question sur le rôle de l'assurance crédit dans ce genre de cas d'épidémie, mais ce sera votre réponse après la pause. Merci de rester avec moi tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat. Ce soir, nous parlons
des risques liés au coronavirus ou le nouveau coronavirus, le Covid-19, les risques sur les marchés boursiers. Nous en avons parlé, en tout cas l'impact, les conséquences sur les marchés boursiers, nous en avons parlé en première partie d'émission, également sur les secteurs industriels, touristiques et d'autres. Donc, avant la pause, je vous posais cette question à Yacine Benhamar en tant que représentant de l'ER Hermès. Quel est le rôle d'une assurance crédit dans ce genre de cas d'épidémie ou de pandémie? On ne peut pas encore parler de pandémie. Selon les termes. Comme tout acteur, on va dire, du risque, finalement, notre rôle va être, d'accompagner nos clients là où nous sommes en mesure de le faire, de faire une juste évaluation de la situation et de ses potentiels impacts, pour avoir aussi ce rôle d'information et de conseil vis-à-vis de nos clients. Donc ça, effectivement, déjà, l'assureur crédit, son rôle premier aujourd'hui, ça va être de lever les signaux d'alerte là où ils doivent l'être et de donner les messages rassurants là où ils doivent l'être. Et d'essayer, dans la mesure du possible, d'accompagner ses clients. Voilà. C'est une période qui n'est jamais simple pour l'ensemble de la sphère financière, parce qu'aujourd'hui, et disons les choses comme elles sont, on parlait des marchés boursiers tout à l'heure, mais ce sera la même chose, il y a une certaine aversion au risque dans ce type de phénomène. Je veux dire, il y a toujours quelque chose d'assez irrationnel à ça. Donc vous allez mécaniquement avoir des coûts du crédit qui vont augmenter, vous allez avoir effectivement une liquidité, ou en tout cas la liquidité distribuée, qui va assez naturellement se tarir. Pour les assureurs, on va dire, potentiellement ça pourrait être la même chose, mais nous sommes vraiment dans une optique de regarder les choses avec du recul, avec froideur, et de voir un peu comment les choses évoluent, tout en ayant effectivement le message préventif nécessaire vis-à-vis de nos clients. Qu'en est-il des entreprises, Amin Djouri? Des entreprises au niveau Est-ce que les entreprises peuvent se prémunir des risques liés à une épidémie? Alors, en tout cas, via la data, via l'information, il est possible effectivement de se renseigner, parce que c'est aussi important d'avoir une idée précise aujourd'hui sur l'état des lieux de l'épidémie et de son impact sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, grâce à cela, on sait un certain nombre de choses. On sait qui sont les pays les plus impactés en termes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on voit clairement que les États-Unis représentent à eux seuls 90% de l'approvisionnement auprès de fournisseurs de niveau 1, auprès d'entreprises chinoises. On sait un certain nombre de choses et justement, la data, elle est là pour aiguiller à un moment donné l'entreprise et lui dire écoute, il existe d'autres sources d'information, d'autres sources d'approvisionnement, pardon, et c'est vers là qu'il faudrait peut-être aller en attendant qu'effectivement cette crise se résorbe. Donc oui, il y a toujours la possibilité via la formation d'aiguiller, d'apporter cette aide à l'entreprise. C'est intéressant parce que vous me faites ma transition par rapport aux opportunités, parce que vous dites que réaiguiller, réorienter en tout cas l'entreprise vers d'autres sources d'approvisionnement, cela veut dire que finalement, il y a des opportunités aussi dans le malheur, en tout cas le bonheur des uns fait le malheur des autres ou vice-versa. Hafed Boutal, quelles sont les opportunités selon vous? Déjà moins de pollution. Il y a eu, la Chine enregistre ses plus bas taux de pollution de l'air depuis très longtemps. Et il y a eu des images satellites assez impressionnantes de l'avant et de l'après. La Chine en février, fin février, on voit que les émissions de CO2 ont drastiquement baissé. Et on peut consommer plus local aussi. Une bonne opportunité pour encourager peut-être les gens à consommer des produits locaux, à consommer la production nationale, donc celles qui ne voyagent pas par conteneur. Et donc, relancer un peu la confiance dans la production nationale, notamment ici au Maroc. Ça, c'est des opportunités. Développer les énergies renouvelables aussi. Nous y arrivons au cas Maroc. Juste qu'on termine par rapport au monde. Peut-être des opportunités aussi dans d'autres secteurs. Les énergies, par exemple, 4% seulement d'énergie renouvelable en 2020 dans l'énergie mondiale. Peut-être qu'on voit bien que là, on est trop dépendant des hydrocarbures. Peut-être qu'il faut vraiment cibler un chiffre beaucoup plus ambitieux pour 2030. Comme ça, les énergies renouvelables, tout le monde en a et tout le monde peut donc avoir son énergie à côté de chez lui en cas de crise mondiale. Très bien. Alors, je pense qu'en termes d'opportunités, Trump en parlait déjà lors de son élection. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, en parle également. Il parle d'opportunités. En fait, c'est parler de relocalisation des industries chinoises dans les pays d'origine. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de rapatrier ces industries être proche des consommateurs et pas d'avoir des sources de production dispersées dans le monde. Aujourd'hui, déjà, c'est très polluant parce que clairement, quand vous produisez à l'autre bout de la Terre et que vos consommateurs sont à l'autre bout, il faut prendre l'avion, il faut prendre le transport et c'est extrêmement polluant.
Écoutez. Bien entendu. Le fait de produire, par exemple pour les entreprises françaises, de produire en France, près du consommateur français, certes, en termes de coûts, ça coûte beaucoup plus cher, mais en réalité, ça permet justement, dans le cas de figure qu'on est en train de vivre, d'être moins dépendant de l'extérieur, notamment des partenaires qui sont à l'étranger. À vous entendre, on est en train de se dire que finalement, cette diabolisation de la mondialisation ne fait que se confirmer et avec ces opportunités-là. C'est parfait, parce que si vous regardez sur les dernières années, à quoi assiste-t-on effectivement? Quelles sont les principales décisions politiques qui ont été prises par les grandes puissances mondiales? C'est toutes effectivement des décisions qui vont dans le sens de la défense des intérêts nationaux à l'encontre de l'autre. Donc on est effectivement sur un monde sur ces dernières années qui a fait quand même l'objet d'une croissance exponentielle de tout ce qui a été barrières douanières, mesures tarifaires spécifiques, la Chine et les US étant effectivement les locomotives peut-être. Les locomotives de ce mouvement-là, mais qui a été de façon générale appliqué. Donc le Brexit peut être vu également comme une conséquence de cela. Donc aujourd'hui, on a un phénomène qui impacte l'approvisionnement, la supply chain. Supply chain qui était elle-même déjà devenue un sujet sur ces dernières années parce qu'elle s'était justement tellement complexifiée que tout le monde essayait de trouver des outils pour la cartographier, pour la sécuriser et autres. Aujourd'hui, on se rend compte que du fait d'un virus ou de n'importe quel autre phénomène, elle peut être mise à risque. Donc ça va, je pense, accentuer ce mouvement effectivement de relocalisation de la production, des emplois. Donc certes, l'impact à court terme est difficile à quantifier, mais ça va, je pense, dans le bon sens pour l'ensemble des économies en local. À moyen et long terme, bien sûr. Ouais. Alors, parlons du Maroc, messieurs. Quels sont les risques de l'épidémie sur le Maroc, sur l'économie marocaine? Amine Diolé. Alors, plusieurs risques. Alors, on a parlé du secteur hôtelier tout à l'heure qui souffre déjà d'annulation, notamment à destination Marrakech. Il y a d'autres secteurs. Touristique. Oui, bien sûr, le tourisme va principalement souffrir. Après, il y a eu des estimations qui sont sorties dans la presse. On parle d'un opérateur. Alors, il faut juste préciser pour nos téléspectateurs, il n'y a pas eu d'estimation des autorités compétentes, à savoir l'Observatoire marocain du tourisme. Nous avons un observatoire qui n'a toujours pas peut-être publié d'études sur ce sujet, mais il y a un opérateur économique effectivement qui a fait plusieurs sorties médiatiques pour justement dire l'impact justement du coronavirus. On parle de baisse. Il a parlé d'une baisse de 50% de 500 000 visiteurs d'arrivée. Ouais. C'est beaucoup quand même 50%. C'est énorme, bien sûr que c'est énorme, mais après est-ce que c'est quantifiable selon vous? Aujourd'hui, c'est quantifiable. Les annulations, on parle déjà de dizaines de milliers d'annulations à Marrakech, c'est déjà quantifiable. Le virus se développe dans des pays qui sont à l'origine de touristes, notamment la France, l'Italie, un certain nombre de pays. Chine aussi. La Chine, bien évidemment. Bien sûr. Donc, évidemment, ça a un impact direct. L'été arrive bientôt et généralement, les réservations se font à cette période de l'année, maintenant. Et bien évidemment, quand vous êtes confronté à un virus, vous ne pensez pas à vos vacances d'été. Donc c'est évident que l'impact, il est immédiat et il sera à très court terme, dans le secteur du tourisme en tout cas. Très bien. Hafed Boutaleb, par rapport à cette question de... déjà qu'on avait du mal à ramener des touristes chinois au Maroc, est-ce que maintenant, il y en aura beaucoup moins? Écoutez, c'est effectivement le Maroc comptait sur un afflux massif de touristes chinois, et spécialement pour 2020. Malheureusement, ça n'aura pas lieu puisque les départs à partir de Chine sont presque gelés, donc ça n'aura pas lieu. C'est un manque à gagner. Écoutez, l'économie marocaine n'est pas la seule. Hein. On s'inscrit dans une tendance mondiale de baisse du tourisme, de ralentissement dans l'industrie. Et donc, il va falloir peut-être, comme chaque pays va s'inspirer de ce que feront d'autres pays pour pouvoir remonter la pente. Mais il y a des aspects positifs. L'énergie est beaucoup moins chère. On va se rattraper là-dessus. Les industriels auront une énergie peut-être moins chère et voilà. Oui, bien sûr, Yacine Ben Ammar, peut-être une réaction. Non, mais effectivement, le premier impact, c'est celui qu'on avait parlé. Il est en termes d'approvisionnement sur le secteur électronique, sur le secteur automobile, où effectivement, là, il peut y avoir quelques disruptions à ce niveau-là. Maintenant, pour le Maroc, de façon intrinsèque, aujourd'hui, la situation est relativement stable. Il y a eu un seul cas à l'heure où on parle. Les autorités ont, semble-t-il, effectivement commencé à anticiper un certain nombre de mesures. Économiquement, le vrai sujet, ça va être nos pays partenaires. Effectivement, que sont la France, l'Italie. Malheureusement, le virus s'est géographiquement rapproché
Et autant qu'on se le dise, la Chine représente une part infime des exportations marocaines. Donc finalement, le sujet économique, il n'était pas forcément là en termes d'export. Mais en termes d'approvisionnement. Mais en termes d'approvisionnement, effectivement, c'est 13% des approvisionnements marocains. Donc par contre, en termes donc, de débouchés, ça risque d'être un peu plus un sujet. D'afflux de voyageurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le Maroc, au même titre que l'ensemble des autres pays, va connaître normalement une contraction du nombre de personnes visitant le pays. Le vrai sujet, je pense, effectivement, et pour le Maroc comme pour les autres, va être la réponse des autorités aujourd'hui. Au-delà, effectivement, des impacts économiques qu'on envisage, il y a un côté irrationnel dans tout ça, et on le disait dès le début. Bien sûr. Et les gens, tous autant qu'ils sont, ont besoin d'être rassurés. Donc finalement, si la réponse politique, sanitaire et économique est relativement forte, coordonnée, on peut effectivement penser que ça ne générera pas un blocage complet. On peut l'espérer. Est-ce que ça pourrait générer justement un attentisme beaucoup plus accru des investisseurs? Parce que déjà, il y a un attentisme qui était qui commençait à s'installer au Maroc. Est-ce que cela ne va pas l'appuyer, cet attentisme des investisseurs à Mandiouri? Alors, on n'a pas de réponse précise, mais probablement, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des secteurs. Alors, par exemple, on a parlé de l'électronique. Aujourd'hui, je cite le responsable de la Fenelec qui disait qu'aujourd'hui, dans son secteur, il y a des problèmes d'approvisionnement de 3 mois, que ça va impacter de l'ordre de 25% de son chiffre d'affaires sectoriel. Donc, ça a quand même un impact relativement important. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans l'optique d'investir, on est déjà dans l'optique de s'approvisionner, de faire vivre l'entreprise avec des crédits peu chers qui permettront justement de tenir le temps que cette mauvaise passe va passer. Les investissements viendront après, parce que les investisseurs détestent l'incertitude. Et aujourd'hui, on est clairement dans une forte phase d'incertitude. L'investissement sur une période comme celle-ci va se transférer du privé au public. Finalement, le public via, bien sûr, la politique monétaire, qui pour l'instant est la première d'ailleurs réponse qui est apportée aussi bien par la Fed, envisagée par la Banque Centrale Européenne. Mais in fine, ça va être le stimuli budgétaire aussi qui va permettre normalement de réamorcer la pompe. Donc, de facto... C'est la réponse politique dont vous C'est parlez. la réponse politique dont on parlait, effectivement. Alors, le budgétaire est toujours plus difficile à mettre en œuvre que le monétaire. Ça, c'est parce qu'il y a un côté implémentation sur le terrain qui est toujours aléatoire. Mais effectivement, la force publique va devoir investir pour compenser effectivement l'attentisme des investisseurs et essayer... Et la question, c'est de savoir dans quoi ils vont investir. Pour réagir, effectivement, la Chine, la Banque centrale de Chine a injecté 150 milliards d'euros. Effectivement, c'est une réponse budgétaire, monétaire, on va dire plus, à la situation. Mais est-ce que finalement, la planche à billets est la solution? C'est la seule pour justement peut-être éponger un peu les dégâts? Alors, la réponse est fort heureusement non. Comme je disais tout à l'heure, il y a des stimuli budgétaires, il y a des aides qui peuvent être accordées aux entreprises sur des moratoires fiscaux, sur pas mal ou d'aides directes, on va dire, à des secteurs qui seraient particulièrement affectés. Maintenant, on est dans une période, depuis maintenant une quinzaine d'années, où l'on vit à crédit, et c'est valable pour l'ensemble des économies mondiales. On a créé une sphère du crédit qui va croissante et qui est aujourd'hui extrêmement importante. Dans une phase où potentiellement vous avez un risque déflationniste faute de demande, aujourd'hui la réponse la plus rapide effectivement va être de réinjecter de la liquidité dans le système pour amorcer la pompe. Comme ce qui a été fait dans d'autres pays, comme ce qui a été fait par la Banque centrale australienne, ce qui a été fait effectivement aussi aux US, ce qui est envisagé par la Banque centrale européenne. Donc la réponse la plus rapide et la plus immédiate est celle-ci. Est-ce que le fait d'annuler parce qu'il y a eu l'annulation du SIAM, du Salon international de l'agriculture marocain, qui devait se tenir donc à Meknès en avril, donc événement annulé, quel impact? Bon, c'est bien sûr, mais est-ce que finalement, ce n'est pas le seul, il y a eu le Salon de l'auto qui a été annulé aussi à Genève, beaucoup de salons partout en Europe, même dans des pays qui ne sont pas vraiment beaucoup touchés, j'ai envie de dire, comme la Suisse, par l'épidémie. Vous savez, les événements d'envergure, le SIAM réunit 1 million de personnes chaque année. 1 million de personnes dans le même espace, 1 million de personnes dans le même espace chaque jour.
1 million. Oui, bien sûr, c'est les participants cumulés. C'est entre 800 000 et 1 million, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture. Et donc, chaque jour, c'est à peu près 50 à 60 000 personnes qui vont et reviennent, et ce n'est pas souvent les mêmes personnes, dans le même espace. Et ça, c'est très dangereux. Donc, effectivement, ce genre d'événements, ça explique, puisque ça crée ces événements deviennent des vecteurs de transmission. Et sur 1 million de personnes qui fréquentent le même endroit, s'il n'y a que 1% d'infectés, vous faites le calcul, ça fait 10 000 personnes, et puis le taux de mortalité est de 2%, ça fait quand même 200 personnes qui risquent de perdre leur vie à cause d'un salon. Donc c'est normal, oui. Après, les événements restreints de moins de 1000 personnes ou bien de moins de 2000 personnes en France, pour l'instant, les événements de moins de 5000 personnes sont toujours acceptés. Donc on peut toujours aller dans un RER, les rassemblements plutôt, de moins de 5000 personnes sont toujours autorisés. Donc on peut toujours emprunter un train, aller dans un RER, emprunter le métro, etc. Les amphis, les universités continuent de fonctionner. Les événements d'affaires, rencontres d'affaires de moins de 5000 personnes continuent d'être organisés. Donc il ne faut pas céder à la panique, au contraire. Il faut faire confiance aux autorités, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Oui. Amine Djolé. Alors là, je répondrai vraiment sur un plan personnel. Ce que vient de dire Hafid est très intéressant. Il y a le principe de précaution, ça c'est une chose. Il faut faire effectivement attention de ne pas rassembler trop. Mais en même temps, effectivement, on annule des événements qui sont importants en termes de personnes qui y participent. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui des espaces qu'on est obligé de fréquenter tous les jours, le train, le tram. Même quand on va à la mosquée, c'est énormément d'endroits où des gens se rassemblent et où potentiellement, donc pourquoi on annulerait certaines choses et d'autres seraient toujours autorisées. Ça pose de vraies questions, je pense, et là-dessus, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas de réponse, mais je me pose cette question. Aujourd'hui, quand vous prenez le train, vous avez quand même beaucoup plus de chances de choper un virus que quand vous êtes dans la rue, dans votre voiture. C'est pour ça qu'on revient finalement à cette psychose. Je veux dire, ça reste quand même une grippe qui est, en tout cas, qui n'est pas du tout aussi grave et létale que d'autres, ou même de la grippe saisonnière qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année. Alors là, on est plutôt dans une question pour des gens du secteur médical, secteur médical, plus que pour des spécialistes d'économie. Mais les deux choses qu'on peut retenir effectivement, c'est qu'aujourd'hui, c'est un virus qui se propage en moyenne à 1,5 personnes. Là où la grippe se propage en moyenne à 0,5 personnes. Donc il y a un taux de contagion qui est bien supérieur. Et donc, comme on disait tout à l'heure, dans un rassemblement relativement important, vous êtes en mesure, techniquement, si vous êtes infecté, d'infecter 2 personnes à côté de vous, qui elles-mêmes sont en mesure ensuite d'infecter d'autres personnes. Donc, je pense que les autorités, effectivement, pourquoi les grands événements ? Parce que c'est ceux qui sont soumis à autorisation en général. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un certain contrôle sur ces événements. Et elles souhaitent éviter, dans cette phase un peu où on veut voir jusqu'où les choses vont aller, éviter le tourisme de propagation qui pourrait aussi leur être imputé, puisque ces autorités sont responsables de la santé de leurs concitoyens, tout pays confondu, et elles se doivent d'agir. Maintenant, effectivement, on ne peut pas restreindre les libertés, empêcher les gens d'aller à la mosquée ou de prendre le tram. Ça, techniquement, c'est impossible. C'est un peu ce qui a été fait en Chine, dans la région du Hubei. La situation ne nécessite pas aujourd'hui d'en arriver là et ce ne serait pas forcément transposable à l'ensemble des pays. Quand on a parlé de l'impact du tourisme, alors je reviens à cette idée que vous souleviez tout à l'heure, Hafid Boutaleb, par rapport à la consommation locale, ça va être pareil. Du coup, les gens vont faire du tourisme chez eux. Oui, c'est le cas pour le Maroc aussi. Le tourisme local, effectivement. Donc c'est l'occasion aussi pour développer cette offre locale. Oui, effectivement, et s'adresser aux consommateurs marocains avec des prix attractifs et bien sûr s'adapter pour les hôteliers, s'adapter à la réalité, puisqu'ils auront moins de touristes étrangers, peut-être adapter leurs produits aux bourses marocaines, aux consommateurs c'est cela, marocains. Justement, totalement ça, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes marocains qui préfèrent aller vers d'autres destinations que de rester ce serait finalement une bonne opportunité pour les Marocains. Justement, on voulait parler de positif et de bonnes opportunités mais ce qui est vrai pour le secteur du tourisme, ce qui est vrai pour le secteur du tourisme est vrai pour beaucoup d'autres secteurs. Le Made in Morocco aujourd'hui a une vraie chance, une vraie valeur aujourd'hui.
par rapport à tout ce qui vient de l'étranger. Effectivement, on a une offre locale qui aujourd'hui a la possibilité d'émerger parce que les produits chinois ne seront plus disponibles sur le marché, parce qu'effectivement, on peut voir d'autres acteurs émerger. Ça peut être une opportunité pour notre industrie, effectivement. Par rapport au secteur du tourisme, ça me rappelle un cas qui était celui de la Tunisie, Tunisie, ouais. où effectivement, post-révolution, malheureusement, un certain nombre d'hôtels étaient complètement vides ou très très peu occupés. Et petit à petit, tous les acteurs de la chaîne ont dû réadapter leur offre pour justement s'adresser à la clientèle locale qui avant ne fréquentait pas ce type d'établissement. Et c'est le marché local qui a permis de sauver une partie de l'industrie. Donc là, la vraie question, effectivement, sera aussi, comme vous le disiez, est-ce que l'offre saura s'adapter aussi à son nouveau marché ? Mais de toute façon, la fin justifie les moyens. Après, effectivement, si cette crise qui déjà commence à se ressentir chez les hôteliers, les annulations de voyagistes, est bel et bien là d'ici l'été, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix que de s'adapter justement à la demande marocaine. Peut-être un dernier mot, messieurs, pour clôturer cette conversation par rapport à ces impacts, à cette crainte, à ce mouvement un peu d'angoisse, j'ai envie de dire, qui touche déjà les citoyens de manière générale et plus particulièrement des acteurs économiques. Amine Diolé, peut-être. Oui, alors effectivement, on a vu depuis hier les choses, en tout cas moi je l'ai constaté, des changements d'un point de vue psychologique, beaucoup de fake news aussi qui circulent, qui font qu'amplifier le phénomène. Donc effectivement, ça commence déjà par une psychologie qui n'est pas nécessairement favorable. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, ça pousse les gens à avoir des comportements qui sont parfois, qui les poussent à des réactions irrationnelles par rapport à ce qu'est la situation réellement aujourd'hui. Mais effectivement, si on prend d'un point de vue plus micro et macro, effectivement, on est dans une période de forte incertitude d'un point de vue international. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce que la pandémie va donner par la suite et son impact sur l'économie. Toutes les études qui ont été publiées aujourd'hui sur l'impact du coronavirus ou du Covid-19, aujourd'hui, elles sont toutes caduques. Bon, déjà, il faut gérer le 19 avant d'arriver au 22, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Mais effectivement, les études qui ont été publiées là-dessus sont aujourd'hui caduques parce qu'elles se basaient sur le cas du SRAS qui n'a pas eu le même impact et sur un temps beaucoup plus court. Donc aujourd'hui, effectivement, si on nous demande de projeter sur la fin 2020, aujourd'hui, on ne sait pas. Honnêtement, moi, je suis incapable de vous dire. Faites votre talp. Alors, moi, je dirais, Amine a mentionné tout à l'heure l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, c'est vrai, qui a fait en un an 100 millions de morts. Et 100 millions de morts à l'époque, c'était 4% de la population mondiale. C'est un chiffre qui est beaucoup plus important que ce que l'on connaît aujourd'hui. Là, la grippe, elle a fait même pas 0,00001% de morts de l'humanité, même pas. Donc, et pourtant, quand on revient à la presse de l'époque, aux informations de l'époque, etc., c'était pas l'information première dans les actualités. C'était surtout la fin de la guerre en Europe et puis comment reconstruire le nouveau monde, alors que la guerre en Europe avait fait 5 fois moins de morts en 4 ans et pas en une année. Donc finalement, on voit que le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la mondialisation qui a interconnecté toutes les économies, la version au risque qui n'est pas que la frilosité face au risque, ce n'est pas que le fait des investisseurs. Tous les consommateurs, tous les citoyens dans le monde ne veulent plus de risques. Aujourd'hui, quand il y a des morts, des soldats qui sont morts de pays de l'OCDE, leurs parents portent plainte pour pouvoir encaisser l'assurance. On a un assureur avec nous. Alors qu'il y a à peine 60 ans, les gens mouraient la Seconde Guerre mondiale par centaines de milliers, par millions. Personne n'a demandé à toucher une assurance. Donc le monde a changé la vision de la mort, la vision du risque, etc. Et donc la Chine, pareil, il y a à peine 10 ans, la classe moyenne chinoise n'était pas aussi éduquée qu'aujourd'hui. Et donc, quand il y a eu le H1N1, etc., les gens ont moins réagi. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les Chinois ont beaucoup discuté entre eux depuis 10 ans. Ils ont été aussi très critiques vis-à-vis de leur parti unique. Et finalement, aujourd'hui, quand il y a cette crise, alors ils ont une réaction aussi beaucoup plus radicale. Et finalement, donc, aujourd'hui, là où il faut vraiment travailler, c'est l'aspect psychologique, plus que l'épidémie elle-même. On a eu des épidémies beaucoup plus graves qui ont eu un retentissement psychologique beaucoup moins important. Mais c'est vendeur pour les médias aussi, ne l'oublions pas. C'est très vendeur. Les médias jouent sur cette peur, tout comme les politiques, tout comme. C'est-à-dire, ça n'arrange pas les choses. L'OMS disait récemment, sa plus grande crainte, c'est que cette maladie, ce virus, se propage à plus de la moitié de la population mondiale.
Donc, et vous extrapolez ça sur le taux de 70 mortalité. millions Effectivement, de morts. c'est ça leur crainte. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une maladie qui est extrêmement contagieuse. Et la crainte, c'est que ça se propage et qu'effectivement, même avec 2% de morts, imaginez la moitié de la C'est population énorme. touchée, c'est C'est absolument énorme, c'est gigantesque. Très bien. Pour répondre Yassine Ben Amer. pour- Un dernier mot. La vraie question, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les populations, de façon globale, on ressent un besoin de protection. On le voit, ne serait-ce que par les mouvements sociaux qui ont pu émerger aux quatre coins du globe. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle agression que les gens ressentent. Jusqu'à où, ça, on n'en sait rien, effectivement, et on espère le moins loin possible. Donc la réponse, effectivement, elle devrait être rassurante et pour essayer de redonner de la confiance aux consommateurs et ensuite aux entreprises. Parce que les consommateurs, on a une réaction immédiate. C'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y a la panique. Pour les entreprises, malheureusement, tout ça, on va le ressentir plutôt sur le deuxième semestre. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, donc toutes les difficultés des corporates vont commencer à apparaître un peu plus tard. Et là aussi, ça devra avoir une réponse ferme et importante. Et la réponse ferme et importante, et le mot d'ordre qui devrait être ne pas céder à la panique. On ne le dira jamais assez, on ne le répétera jamais assez. En tout cas, Amine Djourih, Fed Boutaleb et Yassine Ben Amer, merci beaucoup d'avoir enrichi cette discussion. Et bien sûr, c'était des projections. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais restons positifs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat.